RFI et France 24 présentent Mardi politique. Bonsoir, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Clémentine Autain. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et tête de liste au régional. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Dans le journal Le Monde, ce soir, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, déclare que le président a, je cite, acquis une vraie expertise sur les sujets sanitaires. Ce n'est pas un sujet inaccessible pour une intelligence comme la sienne. Fermez les guillemets. Alors, faites-vous ce crédit, vous, à Emmanuel Macron, ou bien vous considérez que le ministre de l'Éducation a été frappé par la grâce, ou peut-être a-t-il été victime d'un charme ? D'abord, ce n'est pas que le ministre de l'Éducation, puisque ce sont les éléments de langage du gouvernement cette semaine. Or, ce que l'on attend du président de la République, c'est pas qu'il concourt au prix Nobel d'épidémiologie ou de sciences quelconque. Ce qu'on demande au président de la République, c'est de gouverner et c'est de protéger la population dans cette phase de pandémie. Or, force est de constater que à peu près toutes les étapes ont été manquées depuis le début de la crise sanitaire, puisqu'au début, nous avions, vous vous souvenez, le fiasco des masques, le problème des lits, qui est structurel, dont a hérité en partie Emmanuel Macron, mais il a continué à fermer des lits. En Île-de-France, vous le savez peut-être, mais nous avons des centaines de lits qui sont en ce moment en train d'être fermés. Et du personnel aussi qui n'est pas qualifié en réanimation, parce que c'est long. Bien sûr, c'est long de les former, mais nous en avions un certain nombre au moment de la première phase la plus critique l'année dernière, et ces personnels n'ont pas été fidélisés. Donc ça, c'est un vrai problème. Ensuite, on a eu le fiasco des tests, puisque ces tests n'arrivaient pas à arriver, si j'ose dire. Et maintenant, nous avons le fiasco des vaccins. Donc ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire que le président de la République n'arrive pas à faire vivre l'État de telle sorte qu'il anticipe, qu'il protège, qu'il fasse vacciner. Et j'en veux en particulier, dans la période que nous traversons, au gouvernement de ne pas avoir tapé du poing sur la table pour réussir à lever cet enjeu de la licence sur les brevets pour les vaccins. Vous savez quand même qu'à l'OMC, la France a voté contre la proposition qui était celle de l'Inde et de l'Afrique du Sud sur la licence globale des brevets. La France a voté contre. Pour moi, c'est une honte et un scandale absolu parce qu'il faudrait lever ces brevets de telle sorte que ce soit un bien commun et non pas une propriété privée. Et ensuite, de produire et donc Alors, de je vais vacciner. laisser la parole à Frédéric, mais j'ai juste envie de vous rétorquer. Est-ce que vous pensez que les laboratoires, en l'occurrence américains, continueraient de fabriquer et de chercher si ça devenait dans le fond gratuit et que c'était une œuvre de charité? Est-ce que vous croyez que ces labos américains, ces Américains qui sont très monnaie, eh bien continuent pour de bonne grâce? Eh bien, voyez-vous, c'est tout le problème de notre système actuel, mondial. Ce qu'on appelle le capitalisme. Parce que quand vous avez un bien commun aussi important que la santé, qui est mis entre les mains de gens qui cherchent non pas avant tout à faire du bien, à nous protéger, à nous soigner, mais à faire des profits, comme c'est le cas d'ailleurs du laboratoire Pfizer, vous savez qu'ils font entre 20 et 30% de marge sur les vaccins, alors que ces 20 ou 30% de marge pourraient être en fait réinjectés pour fabriquer plus de vaccins, pour vacciner plus de monde. Eh bien moi nous disons avec force que le moteur ne doit pas être la recherche de l'argent, le moteur pour trouver, pour développer, doit être un moteur de bien commun, un moteur d'humanité. Mais Clémentine Autain, à moins de trouver le moyen de changer peut-être les âmes ou les esprits, est-ce que vous pensez que là, en l'occurrence, dans ce cas de figure, les laboratoires auraient été aussi vite? Parce que c'est vrai que des moyens considérables ont été mis en œuvre pour développer des vaccins à une vitesse record. Est-ce que si on était dans le scénario que vous évoquez, c'est-à-dire de bonnes âmes, est-ce que ça n'aurait pas pris beaucoup plus de temps? Mais qu'est-ce qui est intéressant dans la vie ? Vous pensez que ce qui est le moteur absolu, c'est de gagner de l'argent.
Non, On peut aussi ce n'est imaginer... pas ce que je pense. Non, mais c'est pas une histoire de bonnes âmes. On peut Oui. aussi imaginer qu'il y ait des gens, et il y en a beaucoup, Oui. beaucoup en France, qui travaillent, d'ailleurs, les infirmières, les Et médecins, qui parfois travaillent pour pas beaucoup d'argent et qui font œuvre utile. Ça pourrait Et fonctionner c'est pas si simplement tous les de bonnes laboratoires âmes. étaient publics, par exemple, ça. Par exemple, quand je vous parle de licence globale, il s'agit justement de faire tomber dans le domaine public Oui, la mais question quand des je dis vaccins. public, C'est pour c'est-à-dire tout le monde. sous l'autorité des États. Oui, mais c'est pour tout le monde, du coup. Oui, j'entends bien, Voilà. ça serait possible si Voilà. tous les laboratoires étaient publics dans le monde. Vous le savez aussi, l'argent qui a été injecté est de l'argent public pour la majeure partie de ce qui a été dégagé, aux États-Unis en particulier. C'est-à-dire que c'est la socialisation de la recherche publique, puisqu'on y met beaucoup d'argent, mais ensuite c'est la privatisation des profits sur les vaccins au mépris de la vaccination de toutes. Mais là, et vous tous. parlez d'un monde rêvé, en fait. Non, je parle d'un monde à portée de main et je pense qu'on peut commencer par un bien commun de l'humanité qu'est la santé. Ouais. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'on va tout faire rentrer dans le giron public, je suis en train de vous dire qu'il y a des secteurs majeurs, vitaux, qui doivent échapper aux intérêts privés parce qu'il en va de notre santé. Et si nous avions fait de la sorte, alors nous aurions davantage de vaccinés aujourd'hui. Alors aussi les doses qui ont été commandées par l'Union européenne, vous le savez, pourquoi elles ne sont pas arrivées ? Elles ne sont pas arrivées parce qu'on les a payées à un prix qui était moyen, alors que d'autres ont payé plus cher et que ce sont ceux-là qui ont été les premiers servis. Donc vous voyez bien que cette logique est une logique qui est en rupture avec l'égalité, avec ce qui nous permet de faire face à l'échelle planétaire au drame qui est le nôtre. Donc la vaccination, c'est l'espoir de s'en sortir. C'est l'espoir de s'en sortir. Et donc, il faut que cela échappe aux intérêts financiers, à la marchandisation. Lorsque Emmanuel Macron a choisi le couvre-feu plutôt que le reconfinement, vous considériez, vous, en tant qu'élu, d'ailleurs d'une région, d'un département compliqué, la Seine-Saint-Denis, eh bien que c'était une bonne décision Eh bien, de plutôt choisir le couvre-feu qu'un confinement qui aurait été bien plus dramatique en termes de conséquences. Si on prend votre département de Seine-Saint-Denis, par exemple. Bien sûr. Donc, vous avez applaudi comme les autres en disant il fallait aller jusqu'au bout du bout tant qu'on pouvait tenir. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu de grands applaudissements pour le président de la République et ses décisions. En revanche, aussi. Mais bon, vous auriez pu être d'accord. Ce qui est tout à fait vrai, c'est que nous savons qu'il y a un coût très élevé à un confinement tel que nous l'avons vécu l'année dernière pour un profit qui n'est pas aussi simple à évaluer. Si on est dans un régime autoritaire, on ferme tout, on est capable de tenir, c'est vrai qu'on peut endiguer. Bon, mais sinon, c'est pas aussi simple que cela, d'accord ? En revanche, on sait désormais qu'il y a des coûts induits qui sont aussi dramatiques sur le plan psychologique, mais psychiatrique aussi, voilà, sur le plan social et donc humain, et donc enchaîne aussi potentiellement des enjeux de mortalité et de santé très importants. Donc c'est pour ça qu'il faut évaluer l'ensemble des conséquences, l'ensemble des facteurs qui sont en jeu quand on prend une décision de confiner complètement ou... Il faut faire quoi aujourd'hui, d'après vous ? Moi, je le redis, l'urgence pour moi, c'est la vaccination. Et c'est pourquoi j'en veux énormément au gouvernement. Parce que si on est capable de vacciner très vite, notamment les personnels qui sont au front, on a vu sur les personnels soignants, mais aujourd'hui, l'actualité nous emmène vers les enseignants. En Seine-Saint-Denis, c'est dramatique. Absolument dramatique. Et j'estime que M. Blanquer met en danger la communauté éducative et les élèves. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire, par exemple, dans les écoles ? Dans les écoles, il faudrait qu'il y ait des masques FFP2 disponibles pour tout le monde. Il faudrait que les tests salivaires, qui ont été, là encore, un fiasco, eh bien, qu'on puisse tester de façon correcte. Il faudrait aussi qu'on ait des jauges moins grandes, qu'il y ait davantage de personnel, et ça, c'est possible de les recruter, parce que quand vous avez un enseignant absent et qu'il n'est pas remplacé, forcément, vous avez des élèves qui vont dans des classes qui sont déjà surchargées. Donc tout ça ne peut pas marcher. Et il ne peut pas faire comme s'il découvrait le problème. Ça fait 1 an que c'est sur la table. Et je comprends la colère des enseignants et des parents d'élèves, en particulier en Seine-Saint-Denis. La non-fermeture des écoles est présentée par le gouvernement comme une sorte de position exemplaire, que la France est la seule à avoir réussi à tenir, ou à peu près la seule à avoir réussi à tenir. Vous ne soutenez pas l'exécutif sur ce point ? Si, mais à quel prix ? Moi, je suis pour l'ouverture des écoles. Donc c'est trop cher payé sanitairement. Moi, je vous le dis, je suis pour l'ouverture des écoles. Mais aujourd'hui, vous considérez que le tribut sanitaire est trop lourd. Je suis pour que nous ne vivions pas sous cloche. Voilà. Je suis pour que les élèves de Seine-Saint-Denis aient accès à l'éducation. Simplement, pour que cet objectif soit honoré correctement,
il fallait que le ministre de l'Éducation prenne un certain nombre de mesures qu'il n'a pas prises. Et c'est pourquoi je dis il met en danger la communauté éducative, d'où ma colère. Ma colère, c'est pas de lui reprocher aujourd'hui de laisser ouvertes les écoles. Ma colère, c'est de constater que ce gouvernement ne sait pas protéger. Voilà. Sinon, c'est trop facile de dire il suffit d'ouvrir les écoles, tant pis, débrouillez-vous. Vous avez des protocoles sanitaires qui arrivent, j'allais dire quasiment toutes les semaines. Un pratique. Je vis avec un enseignant, je vous jure, et des fois, c'est à mourir de rire. Et c'est triste, hein. À mourir de rire, c'est à pleurer en réalité, mais je veux dire à mourir de rire. Quand on nous dit qu'il faut aérer les classes, ça fait 1 an que c'est comme ça. Bon, je vous dis la vérité, moi, mon mari il est dans une classe, il n'y a pas de fenêtre. Donc il fait comment? On n'était pas capable d'avoir des systèmes d'aération depuis 1 an qu'on sait que le problème est là. On n'a pas été capable de trouver des systèmes d'aération. Écoutez, on vit où? On se demande si on vit en France, je vous le dis. On va dire un mot de... On va revenir un peu à la politique politicienne. C'est très politique, la société. Bien sûr, politicienne. Là, on va parler d'un enjeu important, puisque c'est 2022, l'élection présidentielle. Avec là aussi, comme le vaccin, un espoir de sortie de crise, les élections de 2022, un espoir de sortir aussi de la Macronie. On verra. Alors, on va voir si vous avez... Pour rentrer dans la mélange... Un vaccin contre la Macronie, en quelque sorte, c'est ça que vous proposez. Il faudrait. Yannick Jadot, en tout cas, lui, propose aux forces de gauche de se retrouver autour d'une table afin, dit-il, de construire un grand projet d'espérance pour 2022. Olivier Faure pour le PS, Fabien Roussel pour le Parti communiste, Benoît Hamon pour Génération ont immédiatement accepté la proposition, parlant de main tendue. Jean-Luc Mélenchon aussi, mais lui, plus prudemment, avec des réserves, notamment sur l'idée d'un programme commun ou d'une candidature commune. Il dit, lui, Jean-Luc Mélenchon, l'urgent, c'est un pacte de non-agression. De quoi s'agit-il? Un pacte de non-agression entre leaders de la gauche, mais vous croyez que ça peut suffire à faire gagner la gauche? Je ne suis pas porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Non. Au moment où je vous parle, ce que je comprends en tout cas, et je partage, c'est l'idée que si déjà on pouvait s'organiser pour résister en commun aujourd'hui, ici, maintenant, ça serait bien. Or, il est arrivé récemment que nous tendions la main aux uns et aux autres pour organiser des initiatives, par exemple sur le terrain des libertés, mais on pourrait aussi en imaginer sur la question sociale, parce que nous sommes en train de vivre un carnage absolument historique et dramatique et qui est déjà là, mais qui est aussi devant nous. Pour tout ça, en effet, on aurait besoin de prendre la main collectivement. Voilà, c'est ce qu'il dit et je pense qu'il a raison. Donc, ouvrir un chemin et chercher à créer des passerelles au sein des gauches et des écologistes, vous connaissez ma position depuis longtemps, j'y suis favorable. Et je constate que Yannick Jadot, qui il n'y a pas si longtemps encore expliquait qu'il fallait frayer un chemin entre Macron et Mélenchon, aujourd'hui s'adresse à toutes les gauches et les écologistes, jusqu'à Jean-Luc Mélenchon. Donc je prends acte de ce bouger et je m'en félicite, je vais vous dire franchement. Je m'en félicite. Maintenant, il faut se parler franchement, aborder les questions qui fâchent et ne pas se leurrer non plus sur l'idée que simplement s'unir permettrait justement d'être un vaccin par rapport au duel qui vire un peu au duo entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. On a besoin de bien plus que ça. On a besoin d'une dynamique politique. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette dynamique politique, à mon sens, il faut la créer à partir d'un projet qui soit un projet porteur de transformation en profondeur de la société. Donc débattons, 6e République, qu'est-ce qu'on fait de l'Europe? On parlait tout à l'heure sur les biens communs de l'humanité, comment on les organise. Parlons aussi transition, bifurcation écologique. Tout ça doit être au menu des discussions, tant mieux si on se parle, et d'essayer d'avancer le plus possible vers ce qu'on peut dégager de commun. Il nous reste peu de temps, Clémentine Autain. Audrey Pulvar, l'ex-journaliste devenue tête de liste pour le Parti socialiste régional à Paris, a créé la polémique après les révélations de la présidente de l'UNEF qui reconnaissait des réunions interdites aux Blancs. Audrey Pulvar a dit dans une interview qu'elle n'admettait pas que l'on puisse jeter une femme blanche ou un homme blanc dehors, mais cautionne qu'on puisse lui demander de se taire. Peut-on tenir ce genre de propos lorsqu'on est un responsable politique, car ça revient en quelque sorte à trahir le principe républicain d'idéal, ou en tout cas le principe d'idéal républicain? Votre question est un peu étrange parce que oui. Je vous demande juste si c'est responsable pour quelqu'un qui fait de la politique de dire des choses responsable de la part d'Audrey Pulvar. C'est au total, dans ce qu'elle a dit, sans regarder dans le menu détail, le point de vue qu'elle a défendu de manière globale, c'est de dire que oui, dans l'histoire et aujourd'hui encore, il y a besoin que des catégories opprimées puissent se parler entre elles. Voilà. Et ça me paraît être au cœur
de l'engagement à gauche, et ce n'est pas simplement aujourd'hui, ça fait partie de l'histoire. Et je vois qu'il y a une offensive de la droite et de l'extrême droite qui essaye de mettre à son agenda la façon de regarder les propos d'Audrey Pulvar et d'autres, la mosquée de Strasbourg. Il y a beaucoup de demandais de vous engager sur ce qu'elle a dit. Est-ce que vous... Qu'est-ce que vous voulez que je m'engage sur ce qu'elle a dit? Je vous dis que je suis Est-ce que d'accord. vous êtes d'accord? Je suis d'accord avec le point de vue général qu'elle a défendu, qui dit que oui, les victimes ont le droit de s'auto-organiser et de se parler librement entre elles. Voilà. Ça, c'est le point de vue qu'elle a voulu défendre. Je ne partage pas toutes les phrases qu'elle a dites, mais ce n'est pas le sujet. On ne va pas aller dans toutes les phrases. Moi, je vous pose une question. Quand Christian Jacob, ce matin... Non, mais attendez, parce que si vous voulez bien, on va juste respecter la règle du jeu. Moi, je voudrais compléter la question de Roselyne, c'est-à-dire de vous poser des questions quand je parle de règle du jeu. J'aimerais comprendre en quoi la parole d'un blanc dans une réunion de noirs ou la parole d'un homme dans une réunion de femmes doit être considérée a priori comme non pertinente. Non, mais pour moi, c'est exactement ce à quoi reviennent les propos. Non. Si. On peut lui demander de se taire, c'est-à-dire considérer a priori que ses propos ne seront pas pertinents. Ce qui est reproché à Audrey Pulvar... C'est ce propos. Non. C'est d'avoir défendu, comme ça a été le cas sur l'UNEF, d'avoir défendu la possibilité de réunions non mixtes. C'est ça. C'est ça le procès qui a été fait. C'est d'avoir dit on peut le laisser entrer, mais lui demander de se taire. Mais c'est absurde. Franchement, tout ça est absurde. Qu'est-ce qui est absurde? Le débat qu'il y a autour juste de cette phrase sortie de son contexte. Pourtant, le PS s'en est ému. Mais le PS est contre les réunions non mixtes. Alors que vous-même, vous n'êtes pas affolé d'avoir entendu, et je viens là-dessus, Christian Jacob ce matin, interviewé par un de vos confrères, Marc Fauvel, qui lui demande s'il est choqué par le fait que le club de l'automobile soit fermé aux femmes. Silence. Il ne dit rien. Alors, Marc Fauvel lui dit « Et par contre, est-ce que quand il y a des réunions de femmes battues non ouvertes aux hommes, est-ce que ça vous choque ?» Et il répond « Oui, je ne suis pas d'accord avec ces réunions. » Eh bien, pour moi, c'est un scandale absolu. Parce que des lieux non mixtes, il y a Madame Pécresse qui est montée dans les tours. Elle-même a fait une réunion non mixte en réunissant 600 femmes élues en Île-de-France. Et elle s'en est glorifiée. C'est une réunion non mixte, on est bien d'accord. Quand vous avez des réunions non mixtes dans les loges maçonniques, qui est-ce qui hurle? Heureusement, on n'hurle pas. C'est un droit. Des réunions non mixtes, il y en a à peu près partout, tout le temps. Oui, mais là, ça touche. Donc, la question de la parole... Alors d'abord, si on parle de réunions non mixtes, parce que là, ce qui était un peu... Non, mais vous voyez bien la différence. Laura Adler avait pris la défense J'aime beaucoup la façon dont elle l'a faite. Mais sans dire, on peut laisser entrer le blanc ou la blanche, à condition qu'il se taise. Parce que c'est quand même ce qui a été dit. Et vous voyez bien que là, il y a une subtilité qui crée le malaise. Je vais vous dire les choses franchement. Mais en 10 secondes. En 10 secondes, je vais vous les dire très franchement. Je ne suis pas la porte-parole d'Audrey Pulvar. Ouais. D'ailleurs, vous savez même que je présente une liste, elle en présente une autre. Bien sûr. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a une offensive de la droite et de l'extrême droite. Très forte. Et que sur L'UNEF, la mosquée de Strasbourg, principes, tout vous ça. La soutenez. Donc, je suis désolée, mais je serai solidaire avec Audrey Pulvar, même si mes formulations sont mes formulations, les siennes sont les siennes. Mais méfions-nous de l'opération politique qui est faite. Merci Clémentine Autain. Merci. Merci à vous et on se retrouve mardi prochain. Merci à vous. Du Grand Nord canadien jusqu'à Ushuaïa, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain. Cap Amérique, présenté par Elisabeth Alain, à regarder sur France 24 et france24.com.